Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu depuis quelques temps, je vais faire une série de benchmark en 21 neuvième, puisque c'est une résolution qui n'est hélas pas souvent représentée dans les benchmarks. Du coup, je m'étais dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains, et voir un petit peu l'impact que ça a par rapport à du 1440p classique. J'ai une paire de cartes graphiques sous la main, j'ai une paire de jeux que je pouvais utiliser aussi, du coup je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, on y va, c'est parti. Donc dans un premier temps, je voulais vous dire, ben, soyez sympa, hein, c'est la première fois que je fais un test avec un panel de cartes et un panel de jeux comme ça. Ça m'a pris pas mal de temps quand même. C'est pas si facile que ça, hein, pour ceux qui ont jamais essayé d'en faire. Il y a pas mal de choses à savoir, et on tâtonne un peu quand on le fait, jusqu'à ce qu'on trouve un petit peu son rythme de croisière, et là, ça va un peu plus vite. Bon, là, c'était une première, c'est pas parfait, je le sais. Si j'en refais plus tard, je changerai quelques trucs. Donc du coup, comme je le disais, uniquement des benches en 3440 par 1440, puisque bah, je dirais, si vous cherchez des benches en 1440p ou en 4K, il y en a partout. Ce qui n'est pas le cas pour les gens en 21 neuvième, il y en a très très peu. Et donc pour ceux qui étaient tentés par ce type d'écran et qui voulaient peut-être changer plus tard, ben, c'était peut-être pas inintéressant de voir un petit peu quel type de matos il faut envisager avant de passer sur ce type d'écran. Du coup, j'ai 4 cartes graphiques dans ce petit test. Alors, on a la Sapphire Pulse 5700 XT, qui est la carte la moins puissante hein, de ce test. Donc 5700 XT, la génération précédente d'AMD. Toujours chez AMD, du coup, on a la 6800 XT en modèle de référence. Ensuite, du côté Nvidia, on a deux cartes également. On a la 3060 Ti à mettre en face de la 5700 XT, du coup. Et pour finir, la 3080 en Founder Edition également. Donc la 5700 XT, ça me paraissait intéressant de la mettre dans ce test, puisque c'est un peu une carte qui est à un niveau de performance de la 1080 Ti, carte qui était quand même hyper populaire et qui a tenu vraiment pas mal sur la longueur. Elle arrive un petit peu en bout de course actuellement dans certaines résolutions. Ensuite, la 3060 Ti, bah, c'était intéressant parce que c'est un peu le milieu de gamme actuel. C'est la carte la moins chère pour le moment dans la gamme d'NVIDIA. Chez AMD, il n'y a pas encore d'équivalent. La seule carte la moins chère qui devrait débarquer d'ici un mois, c'est la 3060 normale qui devrait logiquement être aussi moins puissante. Et au vu des specs, je m'attends à ce qu'elle soit pas si éloignée que ça que la 5700 XT. Donc du coup, on aura un panel de cartes qui va de 300 balles jusqu'à 730 balles, la 3080. Quelques petits mots vite fait sur les cartes en elles-mêmes. Alors la 5700 XT de chez Sapphire, c'est une plutôt bonne carte, elle est plutôt silencieuse, hein, malgré le fait que ce soit un modèle avec uniquement deux ventilateurs. Au niveau de la conception, c'est vraiment très propre. J'avoue qu'elle est hyper discrète, les ventilos vont vraiment pas très très vite, ça fait plaisir. Pour les 5700 XT, on sait qu'il y a des modèles qui sont vraiment pas terribles. Il y a eu pas mal de soucis. Pour le coup, celle-là est vraiment correcte, malgré le fait que ce soit un peu le bas de gamme entre guillemets de chez Sapphire. Alors le point noir au niveau de la 5700 XT, c'est au niveau de la dispo actuellement, hein, vu que c'est une des cartes les plus populaires auprès des mineurs de crypto-monnaies, bah, on la trouve nulle part. C'est hyper compliqué. C'est un peu le cas aussi de la 3060 Ti. Du coup, sa cote en occasion à la 5700 XT est un peu délirant. Donc si vous en avez une que vous cherchez à la revendre, et que vous avez autre chose pour patienter, ça peut peut-être être le moment de faire une affaire. Mais si vous voulez en acheter une, bah du coup c'est un peu la misère. Au niveau des températures, c'était plutôt correct. C'est un peu comme les autres cartes du panel, hein, on tourne dans les 65, 70, 75 degrés selon la charge en jeu, dans un silence plutôt correct. Au niveau de la conso, on tourne dans les 200, 230 watts, c'est plutôt correct aussi à ce niveau-là. Alors après les 5700, ça n'a jamais été les GPU les plus efficaces, mais pour le coup, bon, c'est correct. Donc par ordre de puissance, après on a la 3060 Ti qui est sortie il y a pas très longtemps, carte qui est censée coûter 420 €, 430 avec les frais de port. Très bonne carte, à un prix très compétitif, il n'y a aucune concurrence pour l'instant. Pour rappel, dans les grandes lignes, la 3060 Ti, ça équivaut à une 2080 Super, voire légèrement mieux, qui en fait une carte quand même plutôt sympathique pour son tarif. En modèle Founder Edition, bah, le refroidissement fonctionne plutôt pas mal sur cette carte. Je sais que sur la 3070, c'est un peu plus compliqué parce que c'est la même puce, c'est le même système de refroidissement, mais avec la 3070, elle consomme plus, elle chauffe plus, il y a plus d'unités de calcul activées. Je sais qu'elle est plus bruyante en 3070, mais en 3060 Ti, je la trouve plutôt discrète.
Et au niveau de la chauffe, c'est quand même très maîtrisé, et la consommation, on est plus en dessous de 200 watts qu'autre chose. Ensuite, on a la 6800 XT. Alors la 6800 XT, là c'est pareil, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est toujours très difficile à trouver dans le commerce, et surtout c'est très difficile à la trouver au prix normal. Donc le prix de base qui est normalement de 650 € environ. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le seul endroit où on peut trouver la carte à ce prix-là, eh ben c'est sur le site d'AMD directement. Alors du coup c'est très difficile d'en avoir. Faut vraiment être au taquet quand il y a une alerte sur un Discord ou par un bot, ou si vous avez une extension qui check les sites tous les autant de secondes. Si vous n'êtes pas là dans les 2-3 minutes qui suivent, c'est mort. Mais à son tarif normal, c'est une très bonne carte. Là aussi, le modèle de référence, tout comme les Founder Edition actuels, sont vraiment hyper quali au niveau de la finition. Alors après, ce ne sont pas les meilleures cartes au niveau du refroidissement par rapport à certaines customs, mais alors après, au niveau du tarif, que ce soit les Founder Edition ou la carte de référence d'AMD, il n'y a aucune concurrence à avoir au niveau qualité-prix. Et j'avoue que si je compare la finition de la 5700 XT de chez Saphir aux cartes de référence d'AMD comme d'NVIDIA de cette nouvelle génération, on sent clairement qu'on s'est pas foutu de notre gueule sur les modèles de référence ce coup-ci. Donc c'est pareil, au niveau de la conso, elle tournait aux alentours de 250 watts, 70-75 degrés. Je pense que le profil de ventilation aurait pu être un peu plus agressif, ça aurait pas forcément été déconnant. Je ferai peut-être plus de tests pouces à ce niveau-là plus tard, mais bon, dans l'absolu, c'est pas gênant non plus qu'elle soit dans ces températures-là. Et ensuite, on a la 3080. C'était la première à ouvrir le bal de cette génération de cartes graphiques. Et donc là, c'est pareil, le modèle Founder Edition, hyper qualitatif, la finition est impeccable. Quand on la voit et quand on la sort de sa boîte, ça respire la qualité. Là, encore une fois, c'est pas le meilleur modèle, loin de là. Au niveau du refroidissement, évidemment, il y a mieux ailleurs. Au niveau du bruit, sûrement, il y a mieux ailleurs aussi. Bah alors, au niveau du performance-prix, c'est imbattable. Encore une fois, tous ces modèles de référence de nouvelle génération ne sont pas les meilleurs, mais honnêtement, ça fait largement le taf. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter 150, 200 balles en plus, selon les cartes, pour avoir un modèle custom? Certes, probablement mieux. Personnellement, je trouve pas. Alors par contre, la 3080, c'est la plus grosse puce de la gamme Ampère, et ben c'est une puce qui consomme beaucoup. Là, on tourne plus autour des 320 watts, ce qui est d'ailleurs la 3080 la plus économe au niveau énergétique. Les Founder Edition consomment moins que toutes les autres. Les modèles custom, même quand ils sont aux mêmes fréquences de base que la Founder Edition, sont à 350 watts. Donc quand on a une carte qui consomme 320, 350 watts, voire plus encore sur les modèles custom qui parfois consomment encore plus que ça, eh ben il faut quand même une grosse alim derrière pour pouvoir alimenter ça, principalement en cas de spike, enfin de pic de consommation. Ça peut poser problème. Au niveau de la chauffe, du coup, la plupart des cartes custom sont assez mastoc, elles sont plutôt grosses. Avec 3 ventilateurs, elles prennent de la place dans les boîtiers. Il faut vraiment le garder à l'esprit, si vous achetez une 3080, c'est pas les cartes les plus petites. Malgré tout, au niveau de la chauffe, pas spécialement de problème. Le système de refroidissement est plutôt pas trop mal calibré, la carte tourne dans la moyenne à 70-75 degrés, ce qui est plutôt acceptable pour une carte qui consomme autant. Alors avant de passer au jeu, je vais aborder ma config à moi, parce que j'ai utilisé ma config perso pour faire les tests, j'ai pas de table de bench ou de trucs du genre. Ce qui fait que du coup, c'est un peu en utilisation réelle. Il y a Discord, il y a quelques programmes d'installer, Spotify et compagnie. Mais bon, toutes les cartes ont été testées dans exactement les mêmes conditions, du coup, ça pose pas trop de problème. Donc du coup, mon processeur, c'est un Ryzen 7 5800X, sur une carte mère Asus Strix X570F Gaming, refroidi avec un Arctic Liquid Freezer 2, une alim 2000 watts de chez Corsair, et de la RAM, c'est de la Corsair Vengeance 2 fois 16 Go à 3200 MHz avec un casse de 16. Donc c'est une config milieu haut de gamme, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est déjà vraiment plutôt pas mal. Du gaming, c'est largement suffisant pour jouer dans les meilleures conditions. Donc au niveau du panel de jeux choisi, il y a 13 jeux différents, un peu de tout. J'ai essayé de faire des jeux plus ou moins récents, pas que des dernières nouveautés. Il y a des jeux qu'on retrouve à droite à gauche aussi assez régulièrement dans d'autres benchmarks sur d'autres sites. Alors au niveau du panel de jeux, tous les jeux sont réglés au maxi ou presque, à part Final Fantasy XV, j'expliquerai pourquoi après. Donc il faut bien garder à l'esprit que quand on teste ces jeux comme ça, c'était pas du tout optimal. La plupart des jeux, quand on joue en ultra, on sait très bien qu'on a une perte de performance énorme pour un gain visuel plutôt modéré par rapport au very high ou au high. On utilise ça pour accentuer les différences entre les différentes cartes graphiques. Mais du coup, ça présente à l'utilisateur final le pire
de ce que la carte peut offrir entre guillemets. Ce qui fait que ça accentue grandement les cartes un peu plus anciennes comme la 5700 ou la 3060 Ti qui n'est pas ancienne mais qui a un niveau de performance moindre que les cartes plus haut de gamme, alors que dans la grande majorité des cas, dans cette résolution-là, elle arrive tout à fait à s'en sortir plus qu'honorablement. Donc c'est aussi un truc à garder à l'esprit sur tous les autres sites de benchmark. Ben, les cartes sont rarement présentées sous leur meilleur jour entre guillemets, puisque avec des réglages optimisés au niveau des options graphiques, vous aurez une qualité équivalente à du ultra sans utiliser le ultra, et du coup vous aurez des performances souvent bien meilleures. Ce qui fait que il ne faut pas prendre pour argent comptant les résultats qui sont donnés, puisqu'en cherchant un petit peu, on obtient un résultat graphique similaire pour des performances largement meilleures, même avec du matos moins puissant. Alors après, je sais, on est toujours tenté de prendre le meilleur truc possible, foutre tout en ultra, on est tranquille, on se pose pas la question, c'est la meilleure qualité, gna gna gna, alors qu'au final, ça change que dalle. Enfin bref, du coup, on y va. Donc on commence avec Assassin's Creed Valhalla, qui est un jeu semble apprécier grandement les cartes de chez AMD de dernière génération. Donc on voit que déjà de base, la 6800 XT est déjà plutôt à l'aise et un bon cran au-dessus de la carte d'NVIDIA, et quand on active le Smart Access Memory, elle prend encore plus le large, ce qui a quand même une différence de 20 FPS de moyenne, qui est quand même plutôt pas mal. Malgré tout, pour toutes ces cartes-là, et pour ce jeu-là en règle générale, chercher des réglages optimisés, il y a moyen de gratter pas mal de performances, principalement pour les cartes les moins puissantes. Honnêtement, il y a de quoi faire largement mieux. Parce qu'évidemment, quand on regarde le graphique ici, on se dit que la 5700 XT ou la 3060 Ti, c'est pas forcément terrible dans cette résolution-là, sur ce jeu-là, alors qu'en changeant quelques réglages, les deux cartes peuvent facilement dépasser les 60 FPS de moyenne. Donc, pour le coup, c'est plutôt intéressant de s'y pencher. Alors ensuite, on continue avec le jeu le plus gourmand du panel, du coup Cyberpunk 2077, sans surprise. Et donc sur ce jeu, j'ai rajouté le ray tracing pour les cartes d'NVIDIA, puisque c'est pas encore disponible sur les cartes d'AMD. Et bon, vu le coût en performance du ray tracing, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas encore dispo. Je dirais que ce sera vraiment seulement exploitable chez AMD également, que quand ils auront une solution un peu similaire au DLSS. Donc là, je vous avoue tout de suite que ce sont des réglages optimisés par contre, qui étaient optimisés pour ma 3080 pour qu'elle tourne aux alentours de 60 FPS. Ce qui veut dire qu'il y a déjà quelques sacrifices de fait au niveau des graphismes, mais vraiment très très légers. C'était vraiment histoire de gommer les trucs les plus inutiles, type les nuages dans le ciel. Donc c'est effectivement un des jeux où on voit que la 5700 XT c'est un peu compliqué dans cette résolution-là sur ce jeu-là. La 3060 Ti s'en sort un petit peu mieux, même si c'est pas terrible non plus. Alors par contre, si on prenait la 3060 Ti et qu'on lui rajoutait le DLSS uniquement, elle aurait les performances à peu près équivalentes à la 6800 XT et à la 3080. Et donc là, sans surprise, la 6800 XT et la 3080 sont quand même beaucoup plus confortables sur ce jeu. On touche les 60 FPS de moyenne et plus, et là on voit également que le Smart Access Memory, il offre un gain de performance très agréable sur la 6800 XT. On gagne 6 FPS de moyenne, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais bon, en règle générale, sur ce jeu-là, 6800 XT au 3080, on voit qu'en dehors du ray tracing, ça a des performances très similaires. Au niveau du ray tracing, on voit que là, par exemple, la 3060 Ti, même avec le DLSS, c'est compliqué, on tape du 36 FPS, c'est pas terrible. La 3080 sans DLSS, c'est pas beaucoup mieux, on a 30 FPS, c'est pas jouable, honnêtement. Très désagréable, c'est pas du 30 FPS constant. Donc c'est là qu'on voit que sans le DLSS, même la 3080 qui est réputée très bonne en ray tracing, c'est pas terrible. Et c'est un peu le cas sur tous les autres jeux d'ailleurs. S'il n'y avait pas le DLSS, le ray tracing ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Donc du coup, la 3080, avec le DLSS et le ray tracing, on arrive à environ 52 FPS de moyenne, ce qui est jouable, mais pas non plus hyper confortable. Quand on joue comme ça, il faut accepter d'avoir des baisses de FPS par moment. Alors évidemment, la 3080 avec le DLSS uniquement, elle aurait des performances encore plus hautes, d'après les 70-75 FPS. Mais faut pas oublier non plus que le DLSS sur ce jeu-là apporte un léger effet de flou, qui n'est pas hyper gênant, mais quand on compare l'image à côté de l'image en natif, il y a quand même une petite différence. Alors certes, on peut rajouter des filtres de sharpening pour atténuer un petit peu ça, toujours est-il que l'image de la résolution native est généralement plus propre. Alors Far Cry 5, c'est un jeu un peu plus ancien, là on voit que toutes les cartes ressortent plutôt pas mal. Évidemment, encore une fois, les cartes les moins puissantes du panel, si on faisait quelques réglages au niveau des options, on arriverait aussi à plus de 100 FPS plutôt facilement je pense. Et donc là, la 6800 XT et la 3080,
bah, on voit que c'est kiff-kiff, encore une fois, c'est vraiment très très proche. 4 FPS de moyenne, quand on a plus de 100, c'est imperceptible. Et puis là, on voit que le Smart Access Memory, il y a une petite baisse de performance. Rien de dramatique, hein, 2 FPS, un peu dans la marge d'erreur, mais c'est à noter quand même. Alors on enchaîne avec Final Fantasy XIV. Alors Final Fantasy XIV, si vous ne connaissez pas, c'est un MMORPG avec un outil de benchmarking plutôt pas mal foutu. Square Enix pour les Final Fantasy, il nous en donne un généralement, ce qui est plutôt cool. Et du coup, ben là j'ai tout poussé à fond. Alors pourquoi j'ai choisi d'inclure ce jeu-là? Ben, c'est aussi parce que les MMORPG sur PC, c'est un des genres qu'on ne retrouve pas sur console. Donc c'était plutôt intéressant de rajouter ce jeu-là, même si je me doutais bien que ça tournait bien sur quasiment toutes les cartes graphiques. Malgré tout, il est intéressant de voir qu'il y a quand même des différences de performance entre les cartes les moins puissantes et les plus puissantes. Et donc ici, encore une fois, ce qui est intéressant à noter, c'est que la 6800 XT et la 3080 sont à égalité, hein, FPS, c'est la même chose. Alors ensuite, pour Final Fantasy XV, alors j'ai dû un peu bricoler pour faire marcher là aussi l'outil de benchmark qui est fourni par Square Enix pour le jeu, puisqu'il ne prenait pas le 3440 par 1440 en natif, du coup j'ai dû bricoler un petit peu. Ça a marché, mais du coup je ne pouvais pas choisir mes options graphiques, du coup c'est le benchmark en mode standard. Donc on aurait encore pu plus pénaliser la 5700 XT et la 3060 Ti par exemple, en poussant les graphismes un peu plus haut. Mais bon, le jeu est jouable sur toutes les cartes graphiques, hein, là ici. On est plutôt confortable, même avec la 5700 XT, 66 FPS de moyenne sur ce type de jeu, c'est largement suffisant. Et donc sur ce jeu, petit avantage à la 3080 par rapport à la 6800 XT, après c'est pas non plus incroyable, hein, on doit être à 2-3%, et le Smart Access Memory, ben petite baisse de performance là aussi. Alors ensuite on a GTA V, alors là c'est un jeu qui commence à dater un petit peu, et je précise que pour ma méthodologie de test, si je devais le refaire, je le ferais autrement. Donc j'en suis pas très satisfait. Pour autant, j'ai testé toutes les cartes de la même façon, du coup, ben, les résultats sont ce qu'ils sont. Mais bon, on voit que peu importe la carte graphique, ben, c'est largement jouable. Là, encore une fois, la 3060 Ti, la 6800 XT, la 3080, ben, c'est kiff-kiff, c'est quasiment la même chose. On note encore une fois une petite baisse de perf avec le Smart Access Memory sur ce jeu-là. Pas dramatique pour autant, c'est largement fluide. Et donc on continue avec Horizon Zero Dawn. Pas grand-chose à dire non plus là-dessus. On voit que même tout à fond, même la 5700 XT arrive à s'en sortir dans les grandes lignes. Et on voit que là, encore une fois, la 6800 XT et la 3080, match nul. Alors, Immortal Phoenix Rising, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Ubisoft, hein, c'est un peu une sorte de Zelda Breath of the Wild, un peu différent, mais on sent clairement l'inspiration. Alors au niveau de ce jeu-là, ben, on retrouve un petit peu ce qu'on avait avec Assassin's Creed Valhalla, je sais pas si c'est le même moteur, du coup, vu qu'on est toujours chez Ubisoft, mais clairement, on voit que le jeu apprécie particulièrement les derniers Radeon. Pour autant, c'est jouable sur toutes les machines, mais on peut se poser la question, est-ce que les 3080 sont vraiment hyper optimisés sur ce moteur, ou est-ce que c'est vraiment les Radeon qui ont un avantage là-dessus? On sait pas trop. Au niveau du Smart Access Memory, très légère hausse de performance, mais rien de vraiment significatif. Alors ensuite, Red Dead Redemption 2, là c'est pareil, si je devais le refaire, je changerais un petit peu ma méthodologie de test comme GTA V. C'est un peu deux jeux qui m'ont posé problème, mais bon, je pense que les résultats sont cohérents malgré tout. Mais on voit que dans l'ensemble, toutes les cartes sont quand même bien au-dessus de 60 FPS, et c'est tout à fait jouable sur toutes les cartes graphiques. Alors on note ici encore une fois, hein, le Smart Access Memory est plutôt bénéfique du coup pour la 6800 XT sur ce jeu, qui du coup rattrape son retard avec la 3080. Alors ensuite j'ai rajouté un petit peu une vieillerie dans le test, Shadow of Mordor, un jeu qui a quelques années, mais il avait un outil de benchmark intégré qui était pas forcément incroyable, mais bon du coup, comme je l'avais, je me suis dit bah je vais l'utiliser, ça peut être intéressant de voir un jeu un peu plus ancien. Alors après par contre, le jeu en lui-même, je suis pas sûr qu'il supporte le 21/9 en natif, ça avait l'air d'être un peu étiré sur les bords, même si le jeu proposait la résolution dans ses réglages. Mais bon, comme j'avais commencé à faire les tests et que ça allait plutôt vite, bon bah je l'ai laissé là. Toujours est-il qu'on voit que, ben là encore une fois, l'architecture des nouvelles cartes d'AMD ont l'air d'être particulièrement appréciées, parce qu'il y a quand même un écart significatif entre les 6800 XT et la 3080, donc je sais pas. Donc c'est plutôt intéressant, et encore une fois, c'est tout à fait très jouable sur toutes les cartes graphiques de ce panel. C'est juste que les 6800
ont quand même un avantage assez conséquent là-dessus. Alors un grand classique des benchmarks, hein, Shadow of the Tomb Raider, donc là aussi c'est pareil, on voit que même tout poussé à fond, enfin, c'est jouable même sur la 5700 XT. Alors ici on note une petite avance de la 3080 qui met une petite fessée à la 6800 XT sur ce jeu-là. On voit que le Smart Access Memory, encore une fois, n'apporte quasiment rien. Par contre, du coup, c'était intéressant parce qu'on avait accès au ray tracing sur les 3 cartes qui le supportent, et on voit que le classement est plutôt logique. On voit que sur ce jeu, les Radeon s'en sortent pas si mal que ça. Pour autant, c'est pas un titre où le ray tracing est vraiment important, hein, puisque ça ne concerne que les ombres. Honnêtement, la différence est pas flagrante sur ce jeu-là. Du coup, j'aurais tendance à ne pas l'activer, peu importe la carte que vous avez. Alors, Watch Dogs Legion, là aussi, c'est un jeu plutôt classique en ce moment dans les benchmarks, évidemment, puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps, et il y a le ray tracing d'activable sur toutes les cartes graphiques. Donc on peut voir, là aussi, encore une fois, c'est plutôt rigolo, la 6800 XT et la 3080 sont exactement au même niveau. Smart Access Memory ou pas. J'ai même refait le test plusieurs fois, parce que je trouvais ça plutôt intéressant, mais à chaque fois, ça me refaisait 66 FPS, du coup, égalité parfaite. Alors par contre, c'est un des jeux où, tout en ultra, ça devient quand même difficile pour la 5700 XT, et la 3060 Ti également. Alors il y a d'une part le problème des 8 Go de RAM, hein, qui commence à être vraiment limite dans cette résolution-là. C'est un jeu qui demande beaucoup de VRAM, du coup, les cartes qui en ont 8 sont plutôt pénalisées. Et pour le ray tracing, on voit encore une fois que pour la 3060 Ti et la 6800 XT, c'est quand même compliqué. La 3060 Ti s'en sort un peu mieux une fois que le DLSS est activé, mais c'est pas spécialement jouable non plus. Il n'y a que la 3080 qui s'en sort à quasiment 60 FPS une fois qu'on lui met le DLSS. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas le DLSS, honnêtement, la 3080 ce serait pas spécialement agréable de jouer avec non plus. Et enfin, on termine par Yakuza Like a Dragon. Alors là, encore une fois, c'est pareil, égalité parfaite entre la 6800 XT et la 3080. Pas d'outil de benchmark intégré au jeu, du coup j'ai fait une boucle de gameplay moi-même en utilisant le même chemin à chaque fois, et en faisant quasiment la même chose au niveau des combats et tout ça. Donc je pense que c'était assez facilement reproductible, et en faisant le bench 2-3 fois sur la même config, j'avais les mêmes résultats à chaque coup, du coup c'est validé pour moi, ces résultats-là, c'est plutôt correct. Alors encore une fois, Yakuza, c'est pas un jeu très joli, il est pas hyper bien optimisé, c'est un vieux moteur de jeu. Pour autant, il y a clairement moyen que ça tourne mieux sur la 5700 XT ou la 3060 Ti en désactivant des options. Enfin bref, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des benchmarks. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi de noter, c'est que si vous regardez les autres benchmarks, vous voyez généralement que en 1440p, la 6800 XT a un léger avantage, et en 4K, c'est la 3080. Et là, je trouve qu'on est juste un peu à la scission entre les deux, où les deux cartes sont quasiment identiques en fait. Il y a quelques jeux où l'architecture des Radeon est particulièrement appréciée, du coup elles prennent le devant, et il y a d'autres jeux où c'est l'architecture d'NVIDIA, donc ça dépend vraiment des titres, mais dans la grosse majorité des jeux, je crois que 8 sur 13 ici, on a exactement les mêmes performances. Par contre, entre la 5700 XT et la 3060 Ti, il y a quand même une différence notable de performance. Je dirais que si vous deviez choisir entre les deux, il n'y a pas photo, la 3060 Ti est quand même largement plus performante. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les 30% de taille d'écran en plus en 21/9, concrètement ça a un vrai impact au niveau des performances comparé au 1440p classique. Alors ça se chiffre pas à 30% de perf en moins, mais parfois on s'en approche quand même un peu. Donc il faut quand même le garder à l'esprit si vous vous faites une config pour un écran de ce type là, faut quand même du gros matos à lui foutre au cul, sinon ça va être un peu la galère. Mais encore une fois, ces 4 cartes-là, il y a un moyen tout à fait de les faire fonctionner dans cette résolution. Il faut juste parfois prendre le temps de régler ça correctement dans les options des jeux. Alors je sais bien que c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais bon, quand vous commencez à bidouiller un peu dans les jeux, vous savez quel type d'options il faut désactiver en premier, parce que c'est souvent les mêmes qui sont les plus coûteuses. Donc rien de vraiment incroyable à ce niveau-là. Et donc il faut vraiment garder tout ça à l'esprit, et encore une fois, t'as pas vraiment de mauvais achats, mais j'irai quand même pas en dessous du niveau de performance des 5700 XT dans cette résolution, si vous voulez garder votre carte un petit moment quand même. Et du coup voilà ma première série de benchmark de GPU. J'espère que ça vous aura apporté des infos intéressantes. Et encore une fois, si vous avez des remarques constructives, évidemment, si vous voulez juste troller, vous pouvez passer votre chemin. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez également passer me voir sur le stream si vous avez des questions.
on est toujours content d'y répondre. Après cette vidéo-là, il y aura très probablement des vidéos où il y aura juste les séquences de benchmark entre les différentes cartes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en mettant par exemple d'un côté la 6800 XT, de l'autre côté la 3080. Comme c'est des benches en 1440p, c'est assez large, on peut voir un petit peu bien ce qui se passe entre chaque moitié de l'écran. Donc je uploaderai ça relativement rapidement, je pense, le temps d'éditer tout ça. Et il y aura aussi probablement plus tard une vidéo sur l'undervolting des GPU, où j'aborderai un petit peu également le CPU par la même occasion, et on verra qu'il y a des choses à grappiller à droite à gauche. Donc voilà, ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!